Et nous sommes aujourd'hui avec Perrine Tarnot, directrice de l'information à Public Sénat, et Elisabeth Pinault, correspondante de Reuters à l'Élysée et à Matignon. Bienvenue Bonsoir. À toutes les deux. Bonsoir. Alors on va commencer peut-être par vos images de la semaine. Perrine, quelle est l'image politique qui vous a marqué cette semaine? Moi j'avais envie de parler du congrès des maires de France qui s'est tenu cette semaine à Paris. On est l'année où se sont déroulées de violentes émeutes urbaines l'été dernier, l'année où la hausse des violences contre les élus est problématique, l'année aussi où le nombre de démissions d'élus est plus fort que jamais. Et j'aurais trouvé bien qu'Emmanuel Macron se déplace porte de Versailles où se tenait ce congrès des maires, eh bien, pour faire peut-être tout simplement un peu de câlino-thérapie. Alors bien sûr, le président de la République a reçu 1000 maires à l'Élysée, c'était mercredi soir, pour un discours qui était assez clair. Mais c'est vrai que le symbole aurait été encore plus fort s'il était venu devant l'ensemble des congrès des maires, puisque à terme, le problème qui risque de se passer en France, c'est qu'il y ait tout simplement des déserts électoraux, comme il existe aujourd'hui des déserts médicaux, des déserts électoraux, c'est-à-dire des endroits où il n'y aura plus de candidats pour être élus tout simplement, tant les contraintes et les violences sur place seront difficiles. Alors, Elisabeth Borne, la Première ministre, s'est quand même rendue à la rencontre de ces maires. Elle a annoncé une enveloppe de 100 millions d'euros supplémentaires pour les communes. Elle a également expliqué que l'État répondrait présent face aux maires qui sont sans cesse en première ligne dans les violences. Ça n'a pas suffi à convaincre ? Il y a déjà des annonces qui avaient été faites pour lutter contre les violences contre les élus. Donc ça existait déjà. La hausse de la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire ce que l'État finance pour les collectivités territoriales, était attendue. Donc ça, c'est une bonne annonce pour les maires. Après, il y a des chantiers qui sont en cours, celui de la décentralisation, celui aussi du statut de l'élu local. Mais ce sont des vieux serpents de mer, j'ai envie de dire. La décentralisation, le statut de l'élu, on en parle depuis 20 ans. Il existe moult rapports et Emmanuel Macron vient encore de charger Éric Woerth, le député, d'un nouveau rapport sur la décentralisation. Et donc je trouve qu'on tourne en rond. Il ne se passe pas grand-chose et les gouvernements successifs ont du mal à passer un peu la seconde sur ce sujet. Eh bien ça c'est dit. On passe à votre image de la semaine, Elisabeth. Pour moi, c'est la victoire de l'extrême droite aux élections aux Pays-Bas. C'est un signal important et grave pour l'Europe. C'est un pays important des 27, à 6 mois des élections européennes de juin prochain. Évidemment, cela fait réfléchir aussi sur la France, où Marine Le Pen a tout de suite salué cette victoire assez large, même si maintenant il faut créer une coalition, ce qui sera sans doute difficile pour Geert Wilders. Mais bien sûr, c'est un signal important et un signal d'alarme pour des camps comme celui d'Emmanuel Macron, qui ont déjà fait part de son inquiétude, qui disent que, évidemment, l'extrême droite aux Pays-Bas, ce n'est pas nouveau, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais que quand même, ce camp-là est eurosceptique. Il veut même un référendum pour la sortie de l'Union européenne, donc on appellerait le Nexit. Bon, il pourrait ne pas y arriver, mais tout de même, le signal est important. C'est un parti ouvertement xénophobe, pro-Poutine, contre l'aide à l'Ukraine. Donc évidemment, c'est un signal d'alarme important pour la construction européenne. Et vous parliez tout à l'heure de Marine Le Pen. Effectivement, elle a eu elle, en tout cas, un agenda européen assez chargé ces derniers mois. Là, elle était à Lisbonne, au Portugal. L'occasion de sceller des alliances en vue, justement, de ces élections européennes de juin 2024 que vous évoquiez? Oui, Jordan Bardella est le candidat du Rassemblement national, mais c'est certain que Marine Le Pen se sont confortées par cette vague populiste, cette vague nationale, dit-elle, en Europe. C'est quelque chose dont elle a fait le constat déjà depuis les lendemains de l'élection présidentielle où elle a été finaliste pour la deuxième fois, ne l'oublions pas. On sait que les sondages lui sont favorables et que, évidemment, la vague populiste européenne, mais aussi mondiale. On sait ce qui s'est passé en Argentine. On a le trumpisme qui reste extrêmement puissant aux États-Unis. Voilà, ce sont autant de signes qui donnent du vent dans les voiles de Marine Le Pen, oui. Et ça pourrait, Marine Le Pen, justement, cette poussée populiste en Europe, la renforcer sur la scène politique nationale ? Je ne sais pas si elle a besoin de ce vent de poussée, puisqu'ils sont déjà très hauts dans les sondages pour les élections européennes de juin prochain. Le Rassemblement national est déjà en tête, et largement en tête des intentions de vote. Mais effectivement, ça ne peut que conforter les électeurs qui seraient tentés pour ce vote Rassemblement national et donc Jordan Bardella aux européennes, évidemment.
Mais est-ce que ça ne conforte pas aussi quelque part sa stature internationale et qui pourrait justement faire d'elle une présidentiable pour 2027 ? C'est vrai que c'était un peu le maillon faible du Rassemblement national, avec leur programme économique qui est toujours assez faible, ce qui est un peu une faiblesse générale chez les partis populistes. C'est vrai que là, avec la victoire de Giorgia Meloni par exemple en Italie, qui semblait improbable et qui s'est produit, voilà, l'extrême droite est au pouvoir dans un pays aussi important, un pays fondateur de l'Union européenne. Voilà un exemple qui s'ajoute bien sûr aux pays de l'Est comme la Hongrie. Et ça donne évidemment l'impression, ça donne d'un courant d'extrême droite, d'un courant nationaliste, populiste, puissant en Europe. Et évidemment, Marine Le Pen s'en trouve confortée. Oui, et à contrario, les résultats, par exemple, de Giorgia Meloni en Italie vont être particulièrement scrutés. Et ça pourrait, là aussi, peut-être pas forcément faciliter le programme de Marine Le Pen, tant certains axes du programme de Meloni ont été difficiles ou n'ont pas pu se mettre en œuvre en Italie. Alors la deuxième actualité de la semaine politique en France, c'est bien sûr ce procès d'Éric Dupond-Moretti. Première fois en France qu'un ministre de la Justice en exercice est jugé. Alors pour rappel, il est soupçonné d'avoir utilisé sa position de ministre pour tout simplement régler des comptes avec 4 magistrats avec lesquels il avait eu des différends lorsqu'il était avocat. Le fait qu'il comparaisse en ministre devant la justice sans avoir démissionné, c'est quelque chose qui peut lui bénéficier ? Normalement, la justice est indépendante. Donc, normalement ça ne joue pas dans le résultat. La décision sera prise, je crois, mercredi. Pourrait fuiter avant. On verra ce qui se passe en début de semaine. S'il est condamné, il pourrait quitter le gouvernement, ce qui serait quand même un petit coup de tonnerre, parce que c'est vraiment un ministre important du gouvernement qui a donc été soutenu plus que bien d'autres dans cette épreuve. D'autres, on leur aurait demandé de se mettre en retrait. François Bayrou, en début de quinquennat, qui avait du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'il avait évidemment complètement aidé à entrer à l'Élysée, s'est retiré. Et d'ailleurs, son procès ne va pas tarder. On a Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui se retrouve devant les juges, je crois, à partir de demain. Lui non plus n'a pas démissionné. En tout cas, on a les problèmes judiciaires qui rattrapent la Macronie. Et s'il y a condamnation et éventuellement démission, ce sera quand même encore une raison d'affaiblir le gouvernement et qui en ce moment est considérablement affaibli face à une actualité quand même difficile. Alors on rappelle qu'il est quand même pour l'instant présumé innocent. Justement, quel est le symbole politique qui est envoyé lorsqu'un ministre de la Justice se retrouve devant les juges ? C'est quand même... Alors là, c'est une affaire particulière parce que c'est une prise illégale d'intérêt. Ça a été souvent présenté comme un règlement de compte entre avocats et magistrats. Et c'est vrai que quand on a suivi particulièrement les 10 jours d'audience devant la Cour de justice de la République, qui est, je le rappelle, composée pour moitié de magistrats et de parlementaires, on a assisté à un certain nombre de règlement de compte et de rancœur aussi dans le milieu de la magistrature. Il y a eu beaucoup de dépositions qui ont été faites pour ou contre Éric Dupond-Moretti, qui étaient en fait un peu comme des petits règlements de compte au sein de la magistrature française. Et donc ça pourrait profiter à l'actuel garde des Sceaux, parce que ça donne l'impression vraiment d'une affaire qui ne repose sur pas grand-chose, qui repose plus sur un élément moral que véritablement une prise illégale d'intérêt. Pour l'instant, le procureur a requis un an avec sursis. Le verdict tombe mercredi, on verra bien. Et c'est vrai que Éric Dupond-Moretti, c'est vraiment quelqu'un qui fait de la politique. C'est quand même un personnage de ce gouvernement, un personnage important qui vient de la société civile. Et voilà, c'est quelqu'un qui essaye d'être proche des gens. Donc c'est quand même une personnalité importante que l'on suit de près. Une personnalité importante. Question très concrète. Comment est-ce que son ministère fonctionne lorsqu'il est sur le banc des prévenus ? Lui il explique que ça fonctionne tout de même, qu'il se fait remplacer quand il le faut, aux questions au gouvernement, éventuellement au Conseil des ministres, mais qu'il arrive à faire le job, entre parenthèses, le matin, le soir, quand il n'est pas en train de se défendre comme un beau diable devant la Cour de justice de la République. Oui, parce qu'on imagine que sa défense... Il a un cabinet et une administration, tout à fait. Bien sûr, mais sa défense doit quand même, il doit forcément y consacrer un petit peu de temps. Alors, autre sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est ce décès de Thomas, cet adolescent de 16 ans, qui est mort samedi dernier après l'attaque d'une dizaine de jeunes. Ça s'est passé lors d'une fête de village à Crépol, dans la Drôme. Cette affaire, elle a déclenché une avalanche de
de réaction politique. Pourquoi est-ce qu'elle fait autant réagir la classe politique? C'est pas un simple fait divers, cette affaire? C'est un fait divers, bien entendu. C'est un fait divers horrible, le meurtre d'un jeune de 16 ans tué par coup de couteau à la sortie d'un bal dans une petite ville à côté de Romans-sur-Isère. C'est avant tout de la récupération politique, parce qu'il y a eu de la surréaction à droite et surtout à l'extrême droite sur le meurtre de ce jeune Thomas, avant même que les premiers éléments donnés par le procureur de la République soient connus. Donc moi, je parle vraiment de récupération politique, d'instrumentalisation politique. Dans tous les camps. Dans tous les camps, tout à fait. Mais là, en l'occurrence, sur cette affaire de Thomas, ça a surtout été récupéré par la droite, l'extrême droite, à tel point qu'on a eu hier cette expédition punitive de 80 jeunes de la droite radicale, de l'extrême droite, qui sont allés à Romans-sur-Isère, dans la cité d'où venaient probablement, enfin, en tout cas de façon présumée, les jeunes qui auraient assassiné ce jeune Thomas. Donc récupération politique, de même qu'on a pu assister cette semaine dans une autre affaire, celle du jardinier Mourad, qui a été également agressé, qui a subi aussi des insultes à caractère raciste. Et là, ce fait divers a été récupéré par l'extrême gauche. Donc ce qui est très préoccupant, c'est qu'on a une très forte polarisation, fracturation de la société française, avec des faits divers qui sont récupérés par les deux extrêmes, gauche et droite. Et on en arrive à des expéditions punitives comme hier soir à Romans-sur-Isère. Et pour revenir justement sur cette affaire Thomas, je voudrais citer quand même l'extrême droite qui parle de razzia, de massacres commis par des barbares, de francocide. On a vu ce mot-là. Comment est-ce qu'on peut analyser cette rhétorique ? C'est typique de l'extrême droite et on se rend compte maintenant qu'à chaque fait divers qui implique ou impliquerait des jeunes des quartiers populaires ou d'autres fractions de la société, et là voilà le mot, c'est une société fracturée. Évidemment, on est obligé de mettre en parallèle ce fait divers tragique avec ce qui s'est passé au début de l'été, avec la mort de ce jeune lors d'un contrôle de police qui a produit des émeutes comme on n'avait jamais connu dans notre pays. Donc évidemment, à chaque fait divers, désormais, c'est la droite qui s'en empare, l'extrême droite qui s'en empare, la gauche qui essaye également de faire valoir ses arguments sur fond de conflits israélo-palestiniens, de montée de l'antisémitisme, et ça pose évidemment d'autres questions. Que faire pour apaiser ces quartiers difficiles? L'islamisme, bien sûr, le gouvernement ne peut pas être sourd, d'autant que même la communauté musulmane en est victime. Donc ça pose quand même des questions urgentes et politiques pour les pouvoirs publics. Oui, on a finalement le sentiment que l'extrême droite cherche à tirer finalement de ce fait divers presque des conclusions politiques qui lui permettraient justement de stigmatiser l'immigration, les immigrés. Vous évoquiez, Perrine, tout à l'heure justement cette descente de jeunes de l'ultra-droite qui a justement crié justice pour Thomas. Alors je rappelle, 20 interpellations, donc 17 gardes à vue. Comment cette descente de jeunes et ces violences de jeunes d'ultra-droite, elles ont été accueillies par les responsables politiques d'extrême droite? Ils se sont exprimés à ce sujet ou ils se font plutôt discrets? Non, là, ils se font plutôt discrets. Mais effectivement, vous employez tout à l'heure le mot de francocide. Je crois que ça, c'était Éric Zemmour qui a employé ce terme. On a entendu aussi beaucoup de racisme anti-blanc, comme ceux qui étaient venus à ce bal à Crépol étaient venus pour tuer deux jeunes blancs. Et donc, tout ça a été effectivement très instrumentalisé par l'extrême droite. Ce qui est gênant, en fait, dans toute cette affaire, c'est qu'on... Y compris même au sein du gouvernement, pardon, parce que je pense aux propos tout d'un coup de Gérald Darmanin qui a parlé d'ensauvagement de la société française, alors qu'Elisabeth Borne, elle a plutôt joué la jambe gauche du gouvernement en disant qu'elle a appelé à la prudence et elle a retenu dans cette affaire. Donc j'ai envie de dire que toutes les strates de la classe politique sont finalement touchées et que chacun essaye de récupérer son fait divers par rapport à son propre programme politique. Et évidemment, cela interpelle au moment où est discutée la loi immigration au Parlement. Évidemment, et dont on a à plusieurs fois parlé sur ce plateau. Un dernier mot au sujet du décès de Gérard Collomb, à 76 ans, ancien maire de Lyon pendant près de 20 ans et ancien ministre de l'Intérieur. Alors depuis, les hommages se multiplient. Un mot, comment est-ce que vous définiriez l'homme politique qu'il a été? Quel souvenir est-ce qu'il laissera sur le plan politique? C'est vraiment... Gérard Collomb, c'est Lyon.
Voilà, c'est vraiment le maire de Lyon. Il a plus marqué en tant que maire de Lyon que ministre de l'Intérieur. Les deux, je pense. Longtemps parlementaire aussi. Oui, pendant des années sénateur. Oui, voilà. C'est un peu un homme politique, une personnalité à l'ancienne et un très proche d'Emmanuel Macron qui l'a aidé grandement, vraiment un personnage très important du début du premier quinquennat du président de la République. C'était vraiment la personnalité installée dans les territoires avec une expérience politique immense qui a aider ce jeune président à être élu à 39 ans. Et puis un fort caractère. Il était vraiment, il est salué aujourd'hui, je pense, par tous les bancs politiques, tant il était effectivement reconnu pour son action publique en tant que parlementaire, ministre, mais aussi évidemment pendant 20 ans maire de Lyon. Et chacun, et notamment la droite, récupère un petit peu aujourd'hui cette phrase qu'il avait eue lors de sa démission en 2018, quand il craignait que la France ne se retrouve pas côte à côte, que les différentes facettes de la société ne soient